La Commission est la plus connue des institutions européennes, et elle est souvent vue comme la plus puissante, sans doute parce qu'elle ressemble fortement à un gouvernement, c'est-à-dire à une institution qui est le principal organe de décision dans nos démocraties et qui nous est familière. Nous avons donc tendance à plaquer ce que nous connaissons d'un gouvernement sur la Commission européenne. Dans cette vidéo, nous allons regarder le rôle et le fonctionnement de cette institution très particulière, pour voir si la Commission est vraiment si puissante, si on peut véritablement l'assimiler à un gouvernement européen et quelles sont les questions qu'elle soulève d'un point de vue démocratique. Commençons par voir comment la Commission est désignée. Dans un système parlementaire traditionnel, les élections législatives permettent de dégager une majorité. Le chef de l'État nomme Premier ministre le chef de la coalition qui dispose d'une majorité au Parlement. Celui-ci détermine ensuite la composition de son gouvernement en choisissant des ministres de son camp politique. La plupart du temps, il sera ensuite devant le Parlement pour être investi, ou du moins, le Parlement peut le renverser si le gouvernement désigné ne lui convient pas. Le système européen s'inspire de ce modèle, mais avec de fortes différences. Les élections européennes permettent de déterminer la composition du Parlement européen. Et c'est ensuite le Conseil européen, qui est composé des chefs d'État ou de gouvernement de chaque État membre, qui désigne, à la majorité qualifiée, un candidat pour la présidence de la Commission. Il doit désigner ce candidat en tenant compte du résultat des élections européennes. Le candidat désigné sera ensuite devant le Parlement européen, qui doit valider sa nomination à la majorité absolue. Une fois le président confirmé, on passe à la désignation du reste de la Commission. La Commission européenne compte un commissaire par État membre, soit 27 commissaires au total. Les traités permettraient d'avoir moins de commissaires, mais cette possibilité n'a jamais été utilisée. Donc, chaque État membre désigne un candidat commissaire en lien avec le président désigné qui lui attribue un portefeuille. La liste des commissaires est adoptée par le Conseil de l'Union. Chaque candidat commissaire est ensuite entendu par la commission compétente du Parlement européen, qui peut écarter sa candidature. Par exemple, la candidate française a été refusée en 2019 et il a fallu désigner un nouveau candidat. Après cette phase, l'ensemble du collège des commissaires doit être confirmé par le Parlement européen à la majorité simple. À l'origine, les commissaires avaient surtout un profil technique, de hauts fonctionnaires, ce qui rapprochait la Commission d'un super secrétariat général. Progressivement, au fur et à mesure que les compétences de l'Union augmentaient, les États membres ont eu tendance à désigner des profils plus politiques. À tel point qu'aujourd'hui, la plupart des commissaires sont d'anciens ministres de premier plan dans leur pays, voire d'anciens premiers ministres. Que peut-on retenir de ce mode de désignation ? Tout d'abord, on est proche d'un système parlementaire, étant donné que la Commission est investie par le Parlement européen. Et celui-ci est élu par l'ensemble des citoyens de l'Union européenne, il y a donc bien une validation démocratique de la Commission européenne. Mais on constate aussi trois grandes différences par rapport à un gouvernement national. Tout d'abord, la Commission européenne n'est pas une émanation de la majorité au Parlement européen. Comme chaque commissaire est nommé par un État membre, la composition politique de la Commission reflète la composition politique des États membres au Conseil, mais pas celle du Parlement européen. Ainsi, la moitié des commissaires sont issus du PPE, le parti de centre-droit européen, alors que celui-ci ne compte qu'un quart des sièges au Parlement européen, mais bien la moitié des sièges au Conseil européen. Par ailleurs, les commissaires n'appartiennent pas tous à la majorité, c'est-à-dire à la même coalition politique. Il y a à la fois des commissaires de gauche et d'extrême droite. La Commission européenne n'est donc pas un organe politiquement homogène comme peut l'être un gouvernement national. Enfin, dans un système parlementaire traditionnel, le chef du gouvernement est indirectement choisi par les électeurs, car c'est souvent le leader de la coalition qui a remporté les élections qui est désigné Premier ministre. Ce n'est pas le cas pour la Commission européenne, puisque le Conseil européen peut choisir librement son candidat. Le Parlement aimerait imposer son propre candidat, mais on a vu en 2019 qu'il n'a pas réussi à le faire, puisque le Conseil européen n'a pas suivi sa proposition. La Commission européenne est désignée pour les 5 prochaines années. Voyons maintenant comment elle fonctionne. Le point le plus important est que les commissaires, même s'ils appartiennent chacun à un État membre différent, ne représentent pas leur État, mais doivent défendre l'intérêt général européen. Et ils ne peuvent recevoir aucune instruction de la part des États membres.
Ce rôle était une innovation majeure en 1957, inédit dans une organisation internationale. Et cette notion d'intérêt général européen montre que l'Union est plus qu'une structure de coopération entre États qui défendraient chacun leur intérêt propre. Autre point important, la Commission a un fonctionnement collégial, c'est-à-dire que toutes les décisions sont prises collectivement par le collège des commissaires, qui se réunit tous les mercredis matins. Les décisions sont traditionnellement prises par consensus, mais en cas de vote, chaque commissaire dispose d'une voix et la présidente de la Commission n'a pas de voix prépondérante. Enfin, la Commission européenne peut s'appuyer sur une administration de 30 000 personnes environ, dont près de 6 000 traducteurs ou interprètes. Ces effectifs sont comparables à celui d'un ministère français moyen, comme par exemple le ministère de l'Agriculture. Cette puissance administrative de la Commission européenne le rapproche d'un gouvernement national, qui dirige aussi l'administration. Mais on voit aussi que son fonctionnement est très différent de celui d'un gouvernement du fait de la collégialité. Au niveau national, le Premier ministre a des pouvoirs très importants, que ce soit son pouvoir réglementaire propre ou ses prérogatives dans la procédure législative. Mais il a aussi une autorité politique forte par rapport aux autres ministres, en tant que chef de la majorité. Ce n'est pas le cas au niveau européen, où la présidente de la Commission a des pouvoirs propres très limités et peu d'autorité politique sur les autres commissaires. Voyons maintenant les pouvoirs dont dispose la Commission européenne. Elle constitue tout d'abord le pouvoir exécutif de l'Union européenne, et à ce titre, c'est elle qui exécute le budget de l'Union et qui met en œuvre avec les États membres la législation votée. En revanche, ce n'est pas elle qui décide du contenu des lois européennes. Les règlements et directives sont discutés et adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil. La Commission a tout de même un rôle très important dans la procédure législative, puisqu'elle a, sauf exception, le monopole de l'initiative. Elle seule peut présenter des projets de directives ou de règlements. La Commission européenne a aussi pour rôle de veiller à ce que les États membres appliquent correctement le droit de l'Union. On dit qu'elle est la gardienne des traités. Si elle constate qu'un État membre ne respecte pas le droit de l'Union, elle ouvre une procédure d'infraction. Elle engage un dialogue avec l'État membre et s'il ne se conforme pas à ses obligations, elle peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours en manquement. La Cour peut condamner l'État membre concerné et lui infliger des sanctions financières. Par exemple, la France a été condamnée plusieurs fois pour ne pas avoir respecté la réglementation environnementale de l'Union européenne. La Commission européenne peut aussi exercer des missions qui relèvent au niveau national d'autorités administratives indépendantes, comme le contrôle du respect des règles de concurrence. Et enfin, sa présidente joue un rôle de représentation de l'Union européenne à l'étranger, notamment en matière commerciale. Les pouvoirs de la Commission sont donc très importants, mais il faut noter que son rôle législatif est moins important que celui d'un gouvernement national. En France, comme dans les autres pays européens, le gouvernement a différents outils juridiques pour s'imposer au Parlement. Et surtout, il jouit d'une autorité politique, s'il a une majorité, qui lui permet de faire adopter ses textes. La Commission n'a, elle, aucun outil ni aucune autorité politique sur les députés européens. Elle doit donc présenter des textes dont elle estime qu'ils seront acceptés à la fois par le Parlement européen et par les États membres au Conseil. Au final, la Commission européenne est-elle si puissante ? C'est certainement une institution puissante et qui se trouve toujours au centre du jeu du système européen, notamment grâce à son monopole de l'initiative législative. C'est pour cela qu'on l'associe à toutes les grandes évolutions de l'Union. Par exemple, l'ancien président français Jacques Delors demeure profondément associé à la mise en place du marché unique dans les années 80 ou à la préparation de l'euro. Mais c'est une institution assez fragile, dont les pouvoirs sont plus limités qu'on pourrait le penser et qui doit faire face à la concurrence d'autres institutions européennes. Tout d'abord, bien qu'elle détienne le monopole de l'initiative législative, la Commission européenne est loin d'avoir le rôle d'impulsion que peut avoir un gouvernement national. En France, par exemple, le gouvernement déroule le programme que la majorité a porté aux élections législatives en proposant des projets de loi, qui sont ensuite adoptés par sa majorité à l'Assemblée nationale. La Commission ne réussit pas à jouer ce rôle, car elle n'est pas directement désignée par les citoyens européens, elle n'a donc pas la même légitimité. Elle est plutôt contrainte de suivre les impulsions des États membres. Et par exemple, le marché unique ou l'euro ne se serait pas fait sans une impulsion politique forte de la France et de l'Allemagne. L'institution qui détermine réellement la politique suivie par l'Union est le Conseil européen, qui réunit les plus hautes autorités politiques de chaque État membre. Par exemple, pour la France, c'est le président de la République qui y participe.
Pour renforcer son rôle face à la Commission, le Conseil européen s'est même doté d'un président stable pour faire de l'ombre au président de la Commission européenne. Nous verrons le Conseil européen dans une prochaine vidéo, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. La Commission européenne est aussi fortement concurrencée dans son rôle de représentation de l'intérêt général européen par le Parlement européen. À l'origine de la construction européenne, celui-ci avait des pouvoirs très limités et n'était pas élu directement par les citoyens européens. La Commission était donc l'institution qui pouvait incarner l'intérêt général européen face au Conseil qui représentait, lui, les intérêts des États. Mais depuis que le Parlement européen est élu au suffrage universel direct et que ses pouvoirs sont devenus très importants, c'est lui qui reprend au moins en partie ce rôle d'incarnation de l'intérêt général. Et si vous voulez savoir comment sont élus les députés européens, comment travaille le Parlement européen et quels sont ses pouvoirs et ses limites, je vous invite à aller regarder cette vidéo sur le Parlement européen. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.